Leur parcours était tout tracé. Puis, ils ont découvert le Web3. C'est devenu une passion. Ils sont alors devenus des Web3 builders, à leur rythme, à leur manière et selon leur vision. Inspirez-vous de leur parcours incroyable et devenez vous aussi un builder. Je suis Romain Milon, recruteur de passionnés du Web3 et cofondateur de Bounty Chasseur, la solution qui vous permet d'arrondir vos fins de mois grâce à votre réseau. Recommandez un membre de votre réseau sur bountychasseur.com pour tenter de gagner votre première prime. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Behind the Chain. J'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, je reçois Thomas Salgue. Il est CEO et cofondateur de Infinity Labs. Comment tu vas, Thomas ? Salut Romain, ça va au top? Je te propose qu'on commence avec la traditionnelle question. Est-ce que tu peux me dire ce que tu faisais avant d'arriver dans le Web3 ? Ouais, bien sûr. Moi, j'étais en Amérique pendant quelques années après mon bac et en fait, à mon retour, j'ai découvert les cryptos en 2016. Rapidement, moi, je cherchais quoi faire en tant que carrière, hein, tout simplement. Et vu que j'étais déjà un passionné de tech et que j'avais quand même un peu une casquette de commercial, alors on m'a présenté le métier de recruteur tech. Avec lequel j'ai fit assez naturellement au final. Et du coup, je suis entré dans un premier cabinet de recrutement qui s'appelait S3. Donc, c'était un groupe S3 dont l'entité est Computer Futures, où j'ai fait un peu moins d'un an, où j'ai découvert le métier. Et très rapidement, j'ai rejoint Catch.me, donc qui est une startup de recrutement tech. Donc, on était spécialisé vraiment sur l'ensemble des métiers tech. Et je me suis, moi, spécialisé sur le marché de l'infrastructure. Puis, un an et demi plus tard, je me suis spécialisé aussi sur la cybersécurité, parce que ça faisait sens de maîtriser les deux sujets. Et j'attendais en fait aussi tout bonnement on va dire le développement un petit peu du marché blockchain, dans le sens où quand j'ai commencé en 2017, il n'y avait pas forcément encore de postes ouverts ou de clients qui recherchaient des profils Web3. Et c'est plutôt arrivé ça il y a un an et demi, où là du coup j'ai commencé à prendre ces sujets-là aussi, et donc je gère un petit peu ces trois marchés avec ma petite équipe que j'avais commencé à développer, quoi. Donc c'était vraiment un background de recrutement tech slash manager jusqu'à il y a un petit peu moins d'un an, quoi. Avant de recruter, tu avais des compétences plutôt commerciales. Pour toi, justement, le recrutement, c'est un métier pour lequel il faut avoir des compétences commerciales importantes pour réussir. Oui, je pense que il faut, dans le sens où on travaille avec de l'humain, mais il y a quand même des notions de, on va dire, j'ai envie de convaincre un petit peu. Au final, convaincre que c'est la bonne opportunité. Il y a des notions de bien comprendre le besoin du client. Donc, savoir prendre une bonne qualification, une bonne analyse des besoins du client. Ensuite, essayer de bien retranscrire ça sur ta chasse de profil, faire le bon matching entre le client et enfin, l'opportunité plutôt et le profil, et tout simplement après gérer tout l'ensemble de la relation jusqu'au closing. Mais c'est vrai qu'on n'est pas non plus il y a beaucoup de gens qui pensent que les recruteurs sont un peu comme des RH. Là, c'est quand même assez différent parce qu'on n'a pas forcément toutes les problématiques qui sont liées au RH, à savoir la gestion de la paye, la gestion des congés payés ou de tous les autres avantages autour. Nous, on est plutôt là pour aider des profils à trouver des bonnes opportunités qui sont en relation avec ce qu'ils recherchent, qui vont potentiellement les faire évoluer, et les coacher en fait tout au long de ce process de recrutement pour qu'ils le passent dans les meilleures conditions, et aussi potentiellement de négocier leur offre, parce que moi c'est ce que je faisais, pour qu'ils aient la meilleure offre possible. Donc c'est un petit peu comme un agent au final de profil tech. Ok, intéressant. Alors du coup, sur ta transition Web3, est-ce que justement c'est ce métier de recruteur-là et petit à petit le fait qu'il y ait de plus en plus d'offres liées au secteur Web3, blockchain, crypto au sens large, qui soient arrivées devant, on va dire, sur ton scope, ou est-ce que c'est ça qui t'a amené vraiment au Web3, ou est-ce que tu y arrivais d'une autre manière avec, je sais pas, des amis qui ont commencé à t'en parler, enfin voilà, ça s'est passé comment? Non, franchement, ça a été complètement décorrélé. La crypto, j'étais dedans depuis 2016. En fait, j'ai découvert la blockchain à travers la crypto. Donc au début, plutôt en tant que petit investisseur, hein, parce que j'étais assez jeune. Au fur et à mesure du temps, forcément, je me suis investi de plus en plus dans des communautés, sur WhatsApp principalement, des communautés Web3 qui étaient vraiment des passionnés de crypto. On était peu nombreux, donc c'est un petit écosystème en France maintenant qui se développe bien. Mais du coup, bon, je commençais à rencontrer pas mal de profils Web3 au long des dernières années. Donc dans le recrutement, j'ai fait mon bout de chemin, et puis je crois que c'était début 2021 où on m'a donc contacté pour commencer à parler à des amis à moi, leur expliquer ce que c'était que la blockchain, les NFT, etc. De là est ressorti un de mes amis qui m'a dit tiens, je connais le fondateur de Black,
Du coup, j'ai appelé le fondateur de Black. On a avancé sur un premier projet NFT qui n'était pas la collection principale, mais qui était un petit drop artistique, donc une petite collection en petite quantité artistique sur Maker's Place, qui a été un succès. Et de là, en fait, naturellement, j'ai commencé à être contacté pour accompagner des projets plutôt sur du conseil, de la stratégie ou peut-être leur ouvrir des portes avec certains groupes alpha, donc des groupes un petit peu d'investisseurs. Et en fait, naturellement, ça se fait comme ça. Et puis, on a eu un premier gros projet où j'ai dû prendre un MLA qu'on a, puis deux, puis trois. Et en fait, c'est venu assez naturellement de développer Infinity Labs en parallèle de mon activité de recruteur. Faut savoir que mon activité de recruteur, en fait, je l'ai arrêtée il y a un mois et j'ai même pas encore fait l'annonce sur LinkedIn. Mais je viens tout juste de l'arrêter. Pendant toute l'année dernière, je cumulais et le développement de ma startup et le recrutement tech. Alors là, on a un point vraiment intéressant, je pense, à creuser. Donc voilà, tu es arrivé, tu Mhm. disais, dans le Web3 par la crypto, et puis voilà, petit à petit, tu t'es mis aussi à, je pense, aider des connaissances à rentrer dedans. Mais comment concrètement tu fais à un moment donné pour être crédible et arriver à parler à une marque comme Black Paris, qui est quand même déjà assez établie dans le secteur de la mode. Enfin voilà, comment tu arrives à être crédible, à leur proposer des choses. Voilà, c'est hyper intéressant, je pense, de nous expliquer ça. Carrément, carrément. Je pense qu'on a un peu tous le syndrome de l'imposteur au départ. Ça m'arrive encore de l'avoir parce qu'en réalité, je pense que c'est un secteur tellement jeune, tellement peu compris, que c'est dur de. Déjà, moi, je me dirais jamais que je suis un expert parce que j'apprends encore des choses tous les jours. Mais je pense que on a un peu tous ce syndrome où on a tous notre propre expérience, notre propre compréhension de la chose, nos propres projets. Et c'est vrai que tu peux vite te dire, bon, est-ce que moi je suis assez légitime pour parler de ça? Est-ce que j'ai assez d'expérience, de connaissances? Et je pense qu'au final, il faut pas parce que 99% des gens ne comprennent vraiment pas grand-chose en fait à cet écosystème. Et déjà d'avoir une bonne connaissance des premiers concepts, de comment ça se passe et d'avoir déjà accompagné des premiers projets, je pense que c'est assez pour pouvoir donner ton avis. Alors après, j'aurai jamais la vérité absolue et parfois peut-être que mes conseils sont pas les meilleurs, on fait aussi des erreurs. Mais je me suis juste dit, ok, t'es à un stade où quand même tu connais mieux sans doute le marché et les types de drops que beaucoup. Et du coup, peut-être que tu peux conseiller des gens qui sont vraiment pas dans ce milieu-là et peut-être que tu peux commencer à les accompagner. Et de toute façon, tu feras ta- tu vas te développer et tu vas apprendre aussi avec le temps. Donc, au départ, clairement, je me sentais pas expert, mais quand on m'a dit bon, est-ce que tu peux parler avec c'est Julian Ohayon, le fondateur de Black, parce qu'il veut parler de NFT et que ça l'intéresse, j'ai dit écoute avec plaisir. On en a parlé en fait de fil en aiguille. Lui, il voyait que je connaissais bien. En fait, on a avancé ensemble. Alors tu as saisi cette super opportunité avec Black Paris. Et qu'est-ce qui fait voilà, que tu as décidé à la suite de ça de créer Infinity Labs? Comment tu t'es staffé? Et puis comment tu es allé aussi trouver d'autres projets à accompagner? En fait, tout simplement, ça c'était vraiment un petit projet. Après, moi, j'ai continué mon activité de recruteur et puis j'avais pas forcément, enfin, j'avais pas dans l'optique de travailler dans le Web3, même si c'était une passion et que ça m'aurait intéressé. Je savais pas vraiment ce que j'aurais pu faire à cette époque-là. Et assez naturellement, pareil, en fait, à travers mon réseau, on m'a dit, je connais quelqu'un qui monte un gros projet. C'est un gros projet gaming, mais vraiment conséquent. Ils ont vraiment une belle vision. Et ils chercheraient des gens pour les accompagner sur le projet. Donc, je sais juste qu'ils cherchent des profils. Est-ce que tu veux échanger avec? Et en fait, c'était le projet Oxia Origins, qui est un projet français qui a une très belle réussite. Et du coup, j'ai été en contact avec eux. Malheureusement, j'étais dans le recrutement tech et que j'étais déjà à 100% dans cette activité. Je leur ai dit voilà, moi je peux pas me dédier à 100% non plus à ce projet-là. Par contre, je peux quand même peut-être vous accompagner, c'est-à-dire faire des points avec vous assez souvent, peut-être challenger vos idées, peut-être vous mettre en relation avec des investisseurs. Et en l'occurrence, ça a été assez vite parce que effectivement, je les ai mis en contact avec pas mal d'investisseurs. On s'est appelé assez souvent pour parler du projet et dans les premiers jours, ils m'ont dit tiens, on a besoin de quelqu'un qui travaille sur Discord, qui maîtrise Discord. Et je trouve qu'à cette époque-là, j'avais un ami à moi qui était plutôt un gamer, mais qui connaissait bien Discord et maîtrisait bien. Et je l'ai contacté parce que à cette époque-là, il était disponible en plus. Et je lui ai dit est-ce que voilà, tu sais que tu connais pas trop cet univers, mais est-ce que tu voudrais peut-être travailler sur un projet NFT, gérer la création du Discord, le setup et peut-être la mise en place d'une équipe. Et en fait, du coup, ils se sont rencontrés et donc mon ami Axel est rentré directement chez Oxia. Au final, il est passé en une semaine Discord manager. Et c'est lui qui gérait l'équipe, c'est lui qui a géré le Discord qui est monté à plus de 200 000 personnes. Et il se trouve que cet ami-là, je l'ai fait rejoindre mes communautés sur WhatsApp. Et quand Oxia a sold out, ça a été un gros succès. Il y a eu un énorme chiffre d'affaires, une énorme hype, une énorme communauté. Moi,
mes différentes communautés sur WhatsApp savaient que j'avais un petit peu participé, contribué au projet, et savaient que mon ami Axel avait été le Discord manager. Donc en fait, suite au succès, il y a eu énormément de gens qui nous ont contactés en nous disant bon ben moi aussi je veux faire un projet, moi j'ai cette idée, moi je connais un tel, est-ce que tu peux... Et en fait, on a eu énormément de nouvelles réunions, et du coup c'était énormément de leads entrants. En fait, on s'y attendait pas trop, mais ça a été vraiment le point, enfin le virage, dans le sens où bah on a eu énormément de demandes, et là on s'est dit bon, il y a clairement un truc à faire. Et puis nous on adorait ça, on avait vécu notre premier drop, notre premier projet, et on s'est dit c'est incroyable. Et du coup, bah, on a dit OK, et on a été en contact au final avec un projet à l'époque qui s'appelait Shinsekai, qui était une équipe de jeunes qui avait réussi à lever des fonds. C'était des jeunes entrepreneurs qui avaient réussi à lever des fonds. C'était un projet autour du manga. Nous, c'était clairement quelque chose qui nous intéressait. Enfin, moi, c'est une de mes passions aussi. Et en parallèle, j'ai été en contact avec Giuliano Agnon de Black Paris, qui voulait faire un plus gros projet à échelle. Et ça a été nos 2 premiers projets en fait qu'on a lancés. Et c'est à travers ces projets qu'on a commencé à 2 avec donc Axel, mon associé, mon premier associé, qui gérait Discord, où au final, bah, plus les projets prenaient en ampleur après un mois et demi, plus on avait des besoins, plus j'ai dû construire une équipe autour de moi. Et au début, bah, on va dire, tu fais comme tout le monde quand t'as besoin d'un profil rapide, qui a déjà une connaissance Web3, bah, tu vas chercher dans les gens que tu connais. Donc je me suis vite entouré en fait d'amis à moi. Et on est vite arrivé à 5-6 profils avant la fin de ces 2 projets qui ont duré 3 mois et demi, 4 mois. Donc c'était vraiment notre lancement, et c'est un peu comme ça que ça s'est construit. C'était pas forcément une volonté, ça s'est vraiment fait de fil en aiguille. Et au final, je suis super content de ça. C'est une très bonne chose, mais c'est vrai qu'on s'y attendait pas. C'est vrai que C'est c'est surtout assez ça. incroyable, hein, parce que finalement vos premiers clients ont été des projets assez énormes, quoi, avec des communes de quasiment, enfin de plus de 200 000 personnes. Enfin voilà, c'est pas des Ouais. petits, voilà, c'est pas des petits projets. Clairement, vous avez été dans du lourd très très vite. Si on revient un peu sur la Ouais. vision de Infinity Labs aujourd'hui, ce serait quoi la singularité de votre approche? Quand on va sur votre site, la baseline c'est Bridging Web 2 and Web 3. Voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Ouais, avec plaisir. On est en train de refaire notre site internet pour info, parce que c'était une première version, et je pense que comme tout entrepreneur, tu fais une première version, t'es super content, et une semaine après, tu peux plus le voir, le site. C'est un peu ce qui s'est passé pour nous, donc on est vraiment en train de refaire tout le design. Mais en gros, pour Infinity Labs, on s'est placé un peu comme une agence de consulting, mais en réalité, on peut aussi se voir un peu comme un studio de développement. On s'est dit plutôt agence parce qu'on ne prend pas en charge tous les points qui peuvent créer un projet. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on accompagne nos clients sur 3 grands axes. On va les accompagner sur la stratégie, donc vraiment de l'advisory, du conseil, à savoir peut-être comment développer un concept qui pourrait lier ton produit ou ta marque au Web3 à travers la technologie NFT par exemple, ou comment voilà, quel prix, quelle stratégie de mint, stratégie au global en fait, vraiment sur l'ensemble du projet. On va les accompagner aussi sur le marketing, donc on prend quasiment tout en charge sur le marketing, dans le sens où on fait de la gestion de collaboration. On a une équipe de 40, 50, ce qu'on appelle des hunters, qui sont des personnes qui travaillent dans le space et qui sont bien connectées, et qui nous ouvrent des portes avec des projets et nous ramènent des collaborations pour nos clients, mais en volume et assez rapidement. On fait de la gestion de campagnes d'influence. Donc on a 99% des influenceurs du space à disposition, et on va faire des sortes de partitions de musique, des belles campagnes d'influence pour aller accompagner la communication des projets. On a la relation presse, du media buying, donc de l'advertising, même si c'est pas quelque chose forcément qui marche de manière incroyable dans le Web3, mais bon, ça dépend. Et on a enfin notre dernier axe, on va accompagner nos clients, qui va être la gestion de communauté, où justement on va mettre en place du Discord, mettre en place des équipes Discord, des community managers sur Twitter ou sur Discord. Et donc, on peut prendre, je dirais, 70% d'un projet. Les parties qu'on ne va pas prendre vont être le design, parce que c'est vrai qu'on n'a pas de côté créatif en interne, et la partie tech, où généralement on se repose sur des partenaires d'autres startups françaises ou des gens du space qu'on connaît. Donc c'est vraiment ça. Après, nos axes de différenciation, j'ai envie de dire, c'est qu'on est vraiment des pure players Web3. On a évolué en fait à travers les projets. Je pense qu'on s'est formé, structuré, et on a grandi à travers les projets. Et en plus de ça, à travers je suis assez fier de dire, à travers des projets qui ont eu un beau succès. Après, on a aussi des échecs comme tout le monde, mais je pense que voilà, on est des pure players. On a évolué dans ce contexte. On a travaillé, je pense, en un an sur plus d'une vingtaine de projets. Donc, on n'est pas une des agences Web 2 qui a marqué blockchain sur son deck et qui dit voilà, je sais en faire, mais qui n'a pas de track record. Et je dirais que l'autre différence, c'est que je pense qu'on est bien adapté au space. Nous, on travaille 7 jours sur 7.
on n'a pas vraiment d'horaire fixe. On travaille vraiment aux besoins. Si on a des sprints, on peut être là toute la journée, tous les jours. Donc on est vraiment dispo tout le temps. Et je pense que dans le Web3, qui est un univers qui ne s'arrête jamais, qui ne dort jamais, où les projets NFT ne s'arrêtent pas le week-end, la communication ne s'arrête pas le week-end, je pense que c'est crucial. Et du coup, je pense qu'on n'est pas les startups traditionnelles. C'est vraiment un pure player dans tous les sens. Effectivement, dans l'épisode précédent avec Kevin Serrou de Defit, enfin non, c'était même l'épisode d'avant encore. Ouais, c'est ce qu'il disait, quoi. Le Web3 ne dort jamais et il faut être sur le pont tout le temps. Donc, c'est vrai que quand on lance un projet, ou voilà, quand on veut s'impliquer là-dedans, faut quand même être conscient de ça et c'est pas adapté à tout le monde de ce point de vue-là, quoi, clairement, quoi. Ah, c'est clair. On voit beaucoup de sociétés qui nous contactent et qui nous disent directement, nous on sera pas disponible le week-end. Et on leur dit, en fait, il faudra quelqu'un de chez vous qui soit au moins sur WhatsApp pour nous répondre s'il y a urgence ou si on a des questions. Parce qu'on peut pas dire à une communauté de 100 000 personnes, non, ce week-end on travaille pas, on vous répondra que lundi. Ça marche pas du tout comme ça le Web3 et c'est un petit peu ça le charme du Web3 aussi, mais oui, il faut avoir cet aspect en compte, quoi. Yes. Alors aujourd'hui, je trouve que vous avez vraiment l'esprit Web3 dans votre approche, à savoir vous avez su connecter tout un tas d'acteurs autour de vous, que ce soit les influenceurs, des acteurs du marketing, etc., des gens qui pouvaient apporter des contributions à forte valeur ajoutée à des porteurs de projets. Vous avez créé votre réseau. Juste si on revient un peu sur l'équipe aujourd'hui, vous êtes combien chez Infinity Labs? Alors on est 7, Okay. Donc on est 4 fondateurs, donc 4 fondateurs. Donc il y a moi qui suis le CEO et qui suis sur la partie stratégie. Donc je vais aussi gérer les différents clients qu'on a et leur stratégie. J'ai Jonathan qui est mon associé, qui va être le directeur marketing. Donc c'est lui qui s'occupe, qui chapeaute en fait toute la partie marketing. J'ai Axel qui est notre directeur technique, qui va s'occuper surtout de la partie Discord, le botting, la sécurité, la gestion des modérateurs, etc., les audits. Et Alexandre, qui est mon dernier associé, qui lui est à mi-chemin entre chef de projet et business developer. Donc il va aller nous ouvrir de nouveaux clients, mais aussi gérer ces clients-là et gérer l'avancée des projets. Et ensuite, dans le reste de l'équipe, on a Malik, Charles et Sacha, qui sont respectivement, Sacha c'est le manager de Malik et Charles et il nous aide, je le fais monter en compétence sur la stratégie. Charles est sur la gestion de collaboration et Malik est notre community manager interne de notre Twitter et de notre Instagram et de LinkedIn. Ok, organisation très claire. Si on revient un petit peu maintenant plus sur la vibe Web3, qu'est-ce qui te fait kiffer toi dans cet environnement au quotidien? Voilà, qu'est-ce qui fait que tu t'éclates à bosser dans le Web3? Plein de choses. Il y a plein de choses. Déjà, je pense de prime abord, comme tout le monde, l'aspect spéculatif m'avait attiré dans les cryptos. Mais en réalité, je pense que ce qui m'a fait rester, ce qui me passionne, c'est avant tout que c'est une nouvelle technologie qui, pour moi, a le pouvoir de révolutionner énormément d'industries. Je pense qu'on est qu'au début de cette nouvelle tech et qu'il y a encore énormément d'évolutions possibles. Je pense aussi que dans le Web3, il y a un aspect communautaire très fort. Qui moi me plaît beaucoup parce que je suis très sociable, j'aime beaucoup parler avec les gens, j'aime beaucoup connecter, ça a toujours été quelque chose chez moi très présent. Et du coup dans cet univers-là, au final c'est parfaitement massif parce que c'est très axé communauté, les gens aiment beaucoup se connecter, c'est beaucoup plus ouvert et accessible que le Web 2. C'est-à-dire que dans le Web 3, tu peux vite te retrouver à parler à un CEO d'un grand groupe, mais juste parce qu'il est dans le Web 3 et toi aussi. Il y a beaucoup d'événements, les gens sont très accessibles, donc ça me plaît énormément. Et en fait, ce côté communautaire plus innovation, plus je pense que c'est le futur et que sur les 10 prochaines années, on va avoir une grosse évolution de ce marché-là avec de nouveaux use cases, de nouvelles utilisations de la tech, des utilisations plus concrètes, des vrais use cases qui vont s'appliquer sur des besoins qu'on a dans des industries, sur de la traçabilité, sur de la supply chain, sur l'authenticité, sur du ticketing. Que je pense que en fait, on est pour moi au début d'une vague comme Internet a pu l'être en 2000. Et du coup, je trouve ça super excitant et super passionnant de faire partie du début de l'aventure. Donc voilà, clairement un ensemble de choses qui fait que c'est très passionnant et très motivant. Alors justement, excellente transition. Est-ce que parmi tout ce que tu viens de nous dire, il y a quelque chose qui te marque particulièrement, que ce soit un projet ou une utilité, je sais pas, des NFT par exemple, qui t'intéresse particulièrement et que tu suis et pour quelles raisons? Moi, ce que je suis et que j'attends, c'est surtout au niveau du gaming, parce que mine de rien, je pense que c'est en tout cas potentiellement le premier secteur qui va être vraiment bouleversé par l'arrivée des NFT, et il l'est déjà un petit peu, même si pour moi très peu adopté, parce que les communautés de gamers sont pas forcément les plus
les plus friendly avec le Web3. Ils sont un peu réfractaires, même si ça tend un petit peu vers le mieux aujourd'hui. Mais il y a encore un an, parler à un gamer du Web3 ou des NFT, vraiment, c'était vraiment pas du tout quelque chose qu'ils appréciaient. Mais je pense qu'au final, c'est un petit peu une révolution pour le gaming, dans le sens où on a toujours acheté des skins en jeu, donc des assets, acheter des box, des armes ou autres, qu'on n'a jamais vraiment pu monétiser ou revendre. On a toujours quand t'es un gamer, tu passes des heures sur un jeu pour atteindre une certaine quête ou atteindre un certain item que tu veux et qui est super dur à avoir. Ben, quand t'arrêtes ce jeu, t'as jamais vraiment pu en tirer quelque chose de ça. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a tellement de possibilités entre avoir la possession de ton avatar, la possession peut-être des items que tu vas gagner en jeu. Je pense qu'il y a énormément de choses à faire et je pense que c'est peut-être le premier marché qui va subir un changement assez radical à travers les NFT. Mais après, pour moi, ce qui me passionne, c'est qu'on peut vraiment toucher à tous les secteurs. On l'a vu avec Black Paris, le NFT, on l'a utilisé plutôt comme une sorte de programme de fidélité qui nous permet vraiment de nous rapprocher de notre communauté, de donner des avantages à vie aux gens qui nous suivent et de les récompenser en fait, de faire partie de l'aventure et de faire partie de la communauté. Donc c'est quand même un aspect communautaire, mais qui permet d'activer beaucoup de leviers, que ce soit des leviers marketing ou des leviers interactif, on va dire, avec ton projet ou ton produit. Merci pour ta réponse. Dernièrement, ce serait qui la personne qui t'a particulièrement marqué dans le Web3 ? Ou si tu veux pas parler d'une personne, parce que le Web3, c'est plus avant tout des communautés plutôt que des personnes. Est-ce qu'il y a une communauté qui t'a particulièrement marqué par son engagement, par, je sais pas, l'originalité peut-être des actions qu'elle mettait en place, voilà. Alors, celle qui m'a marqué, on va dire, je sais pas si c'est pour les bonnes raisons, mais celle qui m'a marqué, c'était Goblin. Plus pour la communauté justement, parce qu'on a vu la puissance d'une communauté sur un projet où concrètement il y avait vraiment rien derrière. Il y avait pas de roadmap à l'époque, il y avait même pas de Discord, il y avait rien du tout, ils sont sortis de nulle part. Mais cet aspect dégène complètement fou a touché beaucoup de gens et t'as pu voir en fait la puissance d'une communauté qui a soulevé un projet et qui a complètement englobé le space pendant plusieurs semaines. Après c'est redescendu, mais pour moi, c'était assez impressionnant de voir un truc sorti de nulle part comme ça, complètement fou, devenir complètement mainstream pendant des semaines et captiver l'attention de millions de personnes. Je trouvais ça incroyable. Après, en termes d'innovation et on va dire d'avancée, moi, j'ai toujours été en admiration sur Artefact. Je les connaissais avant même qu'ils rentrent dans le Web3 en tant que plutôt studio de designer. Je trouvais déjà que c'était incroyable ce qu'ils faisaient avec les sneakers, etc. Et en fait, l'arrivée dans le Web3 avec la qualité des designs, plus avoir Murakami, donc qui est un grand artiste, travailler sur la collection, plus derrière le rachat ou en tout cas l'incubation par Nike, j'ai trouvé ça très très fort. Je pense que avec Nike derrière, ils ont un grand avenir. C'est les premiers à faire autant de collaborations avec des entités Web 2 de renom. Ils ont fait Rimowa, ils ont fait, il y a Nike, il y a Rimowa, je crois qu'il y a une marque de parfum, mais Byredo. En fait, ils enchaînent. Là, il y a l'arrivée des sneakers, qui sont des sneakers, avec de la technologie dedans, avec une puce, avec de la traçabilité. Bon, pour moi, ils innovent. Alors après, ils sont très critiqués parce qu'ils font des erreurs, parce qu'il y a des erreurs de communication, mais en attendant, ils innovent énormément, ils apportent de la valeur. Ils essayent et pour moi eux ils sont très très forts et je suis très bullish sur. Je suis pas encore partie de la communauté mais je pense que si je peux je rentrerai sur Pionix clairement. Merci beaucoup pour ces partages. Ça fait toujours découvrir des nouveaux projets à ceux qui nous écoutent. On arrive déjà à la dernière question qui est pas forcément la plus simple, mais si tu devais essayer d'imaginer le Web3 dans 10 ans, ça peut être ton Web3 idéal à toi. Hein. C'est pas forcément celui qui adviendra, mais celui peut-être dont tu rêves ou que tu imagines dans 10 ans, ce serait quoi? On va dire que le space, je le trouve déjà incroyable. Là où j'aimerais qu'il évolue, ou en tout cas, j'espère qu'on tend vers ça, c'est vraiment une évolution dans la mentalité, dans la maturité. Aujourd'hui, 90% des gens qui sont dans les NFT ou dans les cryptos, ils sont pas forcément pour les bonnes raisons. Alors, je comprends, on est tous là pour essayer de faire un petit peu d'argent. Et donc, je comprends tout à fait qu'on puisse vendre un NFT et qu'on soit là un petit peu pour l'aspect spéculatif. Mais je pense qu'il faut quand même arriver à un stade où il faut comprendre que les projets, faut les supporter, les équipes, faut les supporter, que un échec, ça veut pas dire un scam ou un rug. En fait, il y a beaucoup de choses qui sont très vite jugées, où il y a peu de réflexion, et je pense qu'on manque énormément de maturité dans la communauté Web3, et qu'on est plus là tous à se tirer dessus plutôt qu'à s'entraider. Surtout quand c'est des projets qui sont legit, qui ont une vraie société derrière, qui ont une vraie équipe qui développe. Il y en a beaucoup qui se font anéantir sur la place publique alors que c'est pas forcément mérité. Je pense que c'est très dommage.
Donc c'est plus sur l'aspect communauté que j'attends une évolution. Après sur le reste, dans 10 ans, je vois clairement moins d'aspects dégènes comme ça, de projets un petit peu qui ont pas de fond, moins de projets PFP. Je vois beaucoup plus des projets NFT utilitaires. Donc je vois plus des NFT utilisés peut-être pour les droits digitaux, dans le ticketing, à travers des puces NFC dans les petites étiquettes qu'on a dans nos vêtements pour l'authenticité, la traçabilité, pour avoir peut-être le doublon digital à utiliser dans le métaverse. Donc je pense que dans 10 ans, et c'est déjà en route parce qu'on le voit, toutes les grandes sociétés vont vers le métaverse, vont vers des expériences en ligne. Je pense que le marketing qu'on a connu touche un petit peu à sa fin et ne marche plus trop, c'est-à-dire voilà, booster des produits par les influenceurs, etc. Je pense qu'on atteint un petit peu les limites de ça. Et je pense que le marketing tend à transitionner vers ces expériences digitales immersives, qui sera plutôt des expériences dans le métaverse. Et je pense qu'on arrive vers ça, clairement. Du marketing plutôt d'expérience, d'immersion. On va pouvoir voir les produits, peut-être les essayer. Et je pense que c'est plus vers ça qu'on tend. Et moi, ça me plaît plutôt bien. Ok, écoute, merci pour ta vision ouais, sur ce côté marketing qu'on n'avait pas forcément vu en tout cas ou qui avait été expliqué par d'autres voilà intervenants du podcast jusqu'à présent, donc c'est cool, un apport intéressant. Ouais, super. Écoute, il me reste à te remercier pour cet épisode. C'était vraiment cool. Je pense que c'est vraiment un épisode avec l'esprit Web3, avec tout ce que tu incarnes et ce que tu as pu builder jusqu'à aujourd'hui. Pour ceux qui, Merci. alors c'est un podcast, c'est sonore uniquement, mais voilà, on a été accompagné par le chat de Thomas, donc vous entendrez des fois des petits bruits, mais voilà, il est hyper actif. Je l'ai vu se promener derrière Thomas pendant tout l'épisode. Et puis, écoute, bien entendu, on partagera voilà tes contacts sur le descriptif du podcast pour ceux qui souhaiteraient éventuellement envisager des collabs avec toi. Et puis, écoute, je te laisse le mot de la fin pour conclure. Écoute, moi c'était mon premier podcast, donc je te remercie déjà pour l'opportunité et l'expérience. C'était super cool. Désolé pour mon chat qui effectivement est une boule d'énergie, mais voilà. En tout cas, merci. C'était super intéressant et clairement au plaisir pour refaire ça ou pour échanger un peu plus. Ça marche. À bientôt, Thomas, et bonne chance pour Infinity Labs. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour m'aider à propulser ce podcast, je vous invite à me laisser la meilleure note possible ainsi qu'un commentaire sympa. À très vite pour découvrir un nouveau talent du Web3.